Très récemment, nous avons consacré un Kusen à Carl Fried Durkheim. Et ce Kusen a suscité une pluie de réactions et de questions. Et on va en profiter pour compléter ce Kusen par un autre aspect de la psychologie personnalisé par Jung. Parce que Jung était intéressé par le bouddhisme. Donc ça permet de clarifier la position du zen par rapport à la psychologie représentée par Jung d'une part et par Durkheim d'autre part. La pensée de Jung constitue une tentative de cartographier, pourrait-on dire, l'âme humaine. Parce qu'il part du constat que la conscience ordinaire n'est qu'une mince surface, une sorte d'îlot fragile flottant au-dessus d'un océan plus vaste. Beaucoup plus vaste. Et sous cette surface océanique, il découvre un inconscient structuré, selon lui, peuplé d'archétypes, d'images universelles, de forces dynamiques qui orientent nos comportements, nos rêves et nos réactions. Pour Jung, le travail de l'être humain ne consiste pas à supprimer ce monde intérieur, mais à entrer en relation avec lui. Non pas l'éviter, mais à rentrer en relation avec lui. Il propose un processus qu'il nomme individuation, par lequel il s'agit d'intégrer les contenus inconscients, de reconnaître ses forces cachées afin de revenir pleinement à soi-même. Pardon. Le moi n'est donc pas à abolir, mais à transformer, à élargir, jusqu'à s'ouvrir à une totalité qu'il appelle le soi, avec un S majuscule. Cette approche est d'une grande richesse. Elle donne un sens à des expériences que beaucoup rencontrent, notamment dans la méditation. Des images qui surgissent, des émotions anciennes, des figures symboliques, etc. Et Jung offre un langage, une structure pour ne pas être submergé par ces phénomènes. Rappelons-nous qu'avec Durkheim, la perspective était différente. Là où Jung parle d'une totalité psychique, Durkheim introduisait une dimension plus directement spirituelle. Il distingue le moi existentiel, celui qui vit dans le monde, façonné par les habitudes, les peurs, les conditionnements et ce qu'il appelle l'être essentiel. L'être essentiel, c'est-à-dire une profondeur de l'être à laquelle il s'agirait d'accéder. Donc il y a le moi existentiel d'une part, si l'on peut dire celui de tous les jours, et l'être essentiel qui est préexistant ou une profondeur essentielle, fondamentale. Pour Durkheim, la vie humaine est une voie de transformation, c'est-à-dire de traverser
les couches superficielles du moi pour laisser apparaître cette dimension plus authentique, plus enracinée. On retrouve effectivement certains éléments du zen. Il y a une direction, une orientation qui consiste à descendre vers une profondeur ou à remonter vers une altitude. On le prend comme on veut. Se rapprocher en tout cas d'un centre plus vrai. C'est là où on commence à voir la différence. C'est-à-dire, il parle de se rapprocher d'un centre plus vrai. Et cette vision a forcément touché de nombreux pratiquants, car elle répond à une intuition, celle que nous ne sommes pas limités à notre surface et que quelque chose en nous appellerait à être reconnu. Et donc Durkheim, influencé par le zen, quand il était au Japon, a tenté de traduire cette expérience dans un langage accessible à l'occidental. Donc voilà les deux premiers aspects, Jung et Durkheim. Mais le zen, tout en reconnaissant ces approches, ne s'y arrête pas. J'allais dire, il n'est pas vraiment intéressé. Là où Jung propose de comprendre et d'intégrer, là où Durkheim propose de descendre vers une profondeur essentielle ou vers une altitude essentielle, le zen, lui, opère un retournement radical. Il ne demande pas que suis-je en profondeur, ni comment puis-je devenir complet. Il demande simplement qu'est-ce qu'il voit. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui puisse aller vers les profondeurs ou qui puisse devenir complet? Dans la pratique de Zazen, on laisse passer les pensées, les images, les émotions. On ne les interprète pas. On ne cherche pas à les intégrer. C'est là la différence. On les laisse apparaître et disparaître. On n'est pas intéressé par ce qui pourrait apparaître comme l'inutile. Et si l'on regarde attentivement, on voit que tout cela est impermanent, insaisissable. Et comme c'est impermanent et insaisissable, on peut parler d'inutilité. Mais surtout, si l'on poursuit la question par un qui voit cela, on découvre qu'il n'y a pas de centre stable, pas de sujet fixe, pour la simple raison précisément que c'est impermanent et insaisissable. Ce que l'on appelle moi, temporairement, et comme un outil, se révèle être lui-même un phénomène parmi d'autres. Et les phénomènes, parmi d'autres, on les laisse passer. Même l'idée d'un observateur finit par se dissoudre. Il ne reste plus quelqu'un qui voit, mais simplement voir, sans le quelqu'un. Juste voir. Ce n'est pas une théorie, ni une croyance, c'est une expérience directe, immédiate. Et c'est ici que la différence devient nette. Jung propose un chemin vers une totalité psychique. Durkheim propose un chemin vers un être essentiel. Dans les deux cas, il y a un chemin, il y a une direction, il y a un devenir, un accomplissement. Le zen, lui, ne propose pas un chemin vers quelque chose. Il interroge directement la racine. Qu'est-ce qu'il cherche? Si l'on observe donc juste le verbe,
Si l'on observe sans projeter, on ne trouve ni un moi stable, ni un être au profond caché, ni une unité à construire. Autrement dit, on n'a pas à fabriquer une histoire pour donner une cohérence. On trouve un flux d'expériences sous forme de sensations, de pensées, d'images, d'émotions, et tout cela apparaît et disparaît sans cesse. Rien ne peut être saisi comme une identité. Même l'idée d'un centre, c'est-à-dire d'un témoin, se dissout lorsqu'on regarde profondément. C'est ce que le bouddhisme appelle anatta, le non-soi. Là où Jung voit une unité à réaliser, là où Durkheim voit une profondeur à atteindre, le zen révèle une vacuité dynamique, sans centre, sans substance. Et cette vacuité n'est pas un vide négatif, elle est ouverture, disponibilité, complète disponibilité et liberté, mais une liberté qui n'a pas besoin d'être nommée, c'est-à-dire libre de toute contrainte. Alors le zen ne vient pas remplacer Jung ou Durkheim, il ne nie pas leur valeur. Dans la vie relative, entre guillemets, leurs perspectives sont précieuses. Jung nous aide à reconnaître les forces inconscientes qui nous traversent, à ne pas être dominés par elles. Durkheim nous rappelle que nous sommes souvent enfermés dans un moi conditionné et qu'un travail intérieur est nécessaire si on veut en prendre conscience, parce que sans ces éclairages, il est facile de se tromper, de croire à une liberté qui n'est qu'une illusion. C'est pourquoi certains maîtres disent, avant de dépasser le moi, il faut l'avoir vu clairement. Il faut avoir été prisonnier de son moi avant de vouloir le dépasser. Non pour le renforcer, mais pour ne pas en être dupe. Dans ce sens, Jung et Durkheim peuvent préparer le terrain. Ils éclairent les mécanismes, les illusions, les conditionnements. Mais alors qu'ils s'arrêtent là, le zen, lui, ne s'arrête pas à cette préparation. Il ne cherche pas à améliorer le moi ni à réaliser une essence. Il coupe à la racine de la croyance qu'il y aurait quelqu'un à transformer. Petite histoire. Un disciple demande à son maître, dois-je trouver mon être véritable pour être libre? Le maître répond, si tu cherches un être véritable, tu en feras un objet. Le disciple insiste, mais mes blessures, mes conditionnements. Le maître dit, ils apparaissent comme des nuages. Alors le disciple insiste, et le ciel? Le maître répond, montre-moi le ciel. Le disciple évidemment resta silencieux, et le maître conclut, même le ciel est une idée, va au-delà. Cette histoire résume bien notre sujet d'aujourd'hui. Jung travaille avec les nuages, il les observe, il les interprète, les relie en une sorte de cohérence. Durkheim, de son côté, invite à reconnaître qu'il y a une profondeur derrière les nuages.
une dimension plus essentielle encore. Et le zen ne s'arrête ni aux nuages, ni à l'idée d'un ciel. Il pointe vers ce qui ne peut être saisi comme un objet, ce qui est toujours là, avant toute distinction. Alors, quand on est devant ces trois possibilités, que faire? Faut-il abandonner toute psychologie, toute démarche intérieure? Eh bien, pas forcément, mais il est essentiel de les garder à leur juste place. Elles appartiennent au domaine relatif, au monde des formes, des transformations, des compréhensions et des histoires qui permettent de donner une forme de cohérence. Elles peuvent éclairer, aider, structurer, mais elles ne doivent pas être confondues avec la réalité ultime. Elles sont provisoires, temporaires. Dans la pratique du zen, on ne cherche pas à accumuler des explications ou des cohérences. On s'assoit, on respire, on laisse passer, on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, ni à atteindre un état particulier. C'est ça qu'il faut bien réaliser. On regarde simplement ce qui est, sans élaborer, sans équilibration. Et c'est ainsi qu'une évidence apparaît d'elle-même. Cette évidence, c'est que ce que nous cherchons ou ce que nous cherchions n'a jamais été absent. Nous sommes dedans. Ce que Jung appelle le soi, avec un S majuscule, ce que Durkheim appelle l'être essentiel, entre guillemets, eh bien, ils apparaissent eux-mêmes dans quelque chose de plus vaste, qui les englobe, qui n'est ni une profondeur cachée, ni une totalité à construire. Et ce quelque chose n'est pas une entité, une de plus. C'est la réalité elle-même, telle qu'elle est, avant toute division. Alors on peut voir Jung et Durkheim comme deux grandes cartes, si l'on veut, deux grandes cartes du monde intérieur. L'une orientée vers la totalité psychique, l'autre vers ce qu'il appelle l'être essentiel. Ces cartes sont précieuses pour s'orienter, en tout cas au départ, pour ne pas se perdre dans les méandres de l'expérience humaine, mais aucune carte n'est le territoire. Le territoire, ce serait plutôt le zen. Le zen nous demande en fait de poser la carte, de ne pas s'y attacher et de marcher directement sans intermédiaire psychologique, sans concept, sans même l'idée d'un marcheur. Et dans cette marche immédiate, sans trace, on peut découvrir que ce que l'on cherchait, c'est-à-dire une unité intérieure, une profondeur intime, ultime, n'a jamais été séparé de nous parce qu'il n'y a jamais eu de séparation. Le zen, c'est juste tel que c'est.